Avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui, penses-tu qu'ils en arrivent au point où la situation en Ukraine devient intenable pour eux? Ou bien crois-tu qu'ils veulent continuer la guerre aussi longtemps que possible, en espérant qu'après, tu sais, l'administration Trump, quelqu'un arrive au pouvoir à Washington et qu'il puisse, tu sais, continuer à suivre la même vieille politique en Ukraine? Well, they're probably counting on that. But Eh bien, ils vont probablement continuer ainsi. Mais vous voyez, et nous en avons parlé dans votre émission il y a quelques mois, lorsque le chef d'état-major français soulevait la question d'une menace russe, affirmant que d'ici quelques années, la Russie attaquerait la France, viserait la France et tout cela. Et maintenant, vous avez Tulsi Gabbard, qui vient de dire que tout cela n'est que mensonge et propagande, que la Russie n'a absolument aucune intention d'attaquer l'Europe. Elle n'en a même pas les moyens. Et comme je l'ai déjà dit dans votre émission, même si la Russie voulait attaquer l'Europe, elle n'aurait probablement pas les ressources pour l'occuper. Parce que si vous atteignez Paris, très bien, vous pouvez attaquer, sans doute. Mais ensuite, il faut occuper le territoire. Et vous comprenez cela. Carl, quand tu regardes le pays et sa population, c'est impossible. Exactement. Je veux dire, c'est pour cela que ces types d'évaluations, faites par le ministre français des Affaires étrangères, le chef d'état-major français et d'autres au Royaume-Uni, en Allemagne et ainsi de suite, ne sont que des mensonges et de la propagande, comme l'a dit Tulsi Gabbard. Et maintenant, certaines personnes changent d'avis. On a vu le président finlandais déclarer que la Russie ne représente aucune menace. Désormais, le chef des services de renseignement estonien affirme que la Russie n'a aucune intention d'attaquer les États baltes. On a donc vu beaucoup de gens faire marche arrière sur cette question. Mais tout cela illustre exactement ce que j'ai dit auparavant, que l'Europe, en réalité, souffre d'un problème de prise de décision irrationnelle. Parce que vous savez, on ne peut pas dire que la Russie va nous attaquer, qu'il faut se réarmer, construire ceci, doubler le budget de la défense et tout le reste. Puis, quelques semaines plus tard, dire que non, tout cela n'était que des absurdités. Ce n'est pas possible. Cela signifie que l'évaluation initiale était extrêmement mauvaise. Et cela montre exactement la qualité de la prise de décision que nous avons en Europe. Vous voyez, je pense que la principale menace pour l'Europe aujourd'hui n'est pas tant la Russie, la Chine, l'Iran ou qui que ce soit d'autre. Le problème que nous avons en Europe, c'est le manque de leadership. C'est le problème majeur. Les gens ne sont pas capables d'évaluer les questions telles qu'elles sont. Ils fondent leur jugement sur leur propre perception et non sur la réalité des problèmes. Et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans tous mes livres, en fait, depuis le tout début. Ils se sont convaincus que la Russie était faible et maintenant il apparaît qu'elle est forte. Le ministre français de l'économie, le 1er mars 2022, a déclaré que l'objectif des Européens était de faire s'effondrer la Russie et qu'elle s'effondrerait en quelques semaines. C'était le 1er mars 2022. Et maintenant, on voit que, bien que la croissance en Russie est un peu ralentie, la Russie aura tout de même une meilleure croissance du PIB que les pays européens. Pas beaucoup meilleure, mais tout de même meilleure. Nous sommes donc exactement à l'opposé de ce que disaient les Européens auparavant. Ils nous répétaient depuis 4 ans que les Russes n'avaient plus de chars, plus de missiles. Ils disaient que la Russie n'avait des missiles que pour le mois suivant et que ce serait la fin. Ils affirmaient que les soldats russes étaient incapables, qu'ils désertaient et tout cela. Et on voit que c'est exactement le contraire qui se produit. Même la direction ukrainienne, je veux dire, la direction militaire,
reconnaît que les Russes ne sont pas aussi faibles que les Européens le disaient. On voit donc que toute la prise de décision, c'est là le danger, comme je l'ai toujours dit. Cela ne me dérange pas si quelqu'un dans la rue, ou vos amis, ou n'importe qui, pense que les Russes sont faibles. Je ne suis pas russe. Je me fiche un peu de ce que les gens pensent. Le problème, c'est quand les décideurs commencent à fonder leurs décisions sur ce genre de fantasme. Parce que lorsqu'on prend une décision qui a évidemment des effets à moyen ou long terme, il faut disposer d'une évaluation appropriée. On ne peut pas fonder son jugement sur des illusions. Et ce que nous avons vu en Europe au cours des 4 dernières années n'est rien d'autre que cela, des illusions. Bien sûr, vous posez la question de l'Ukraine, mais en réalité, on observe exactement la même chose lorsqu'on parle de la Syrie, de la Palestine ou de l'Iran. C'est le même schéma. Les gens ne fondent pas leur jugement ou leur évaluation sur la réalité des faits, mais sur leur propre perception des choses. Et ce que le chef d'état-major français a déclaré publiquement l'illustre parfaitement, car il a donné une description très précise de ce qui pourrait se produire dans les 4 prochaines années environ. Et apparemment, si vous écoutez les services de renseignement américains, qui ne sont sans doute pas très favorables à la Russie, mais au moins plus professionnels, ils disent exactement le contraire. Voilà précisément le problème que nous avons. Je ne trouve même pas les mots pour décrire cela. C'est tout simplement un scandale que nous ayons des personnes que nous payons pour prendre des décisions, pour évaluer la situation, et qu'au lieu de faire des analyses et des choix professionnels fondés sur des faits réels, elles interprètent les faits pour qu'ils correspondent à leur jugement. Elles portent d'abord un jugement, puis ajustent les faits pour qu'ils s'y conforment, au lieu de fonder leur jugement sur les faits. Et c'est pour cela que rien ne peut avancer. Et d'ailleurs, quand on parle, c'est exactement ce qui se passe avec ton affaire d'ailleurs. Exactement, oui, exactement. C'est exactement cela. Mais on peut aussi aborder toute la question de l'économie. Vous savez, l'Union européenne demandait à l'Inde et à la Chine d'arrêter d'acheter des produits pétroliers à la Russie. Mais en même temps, au cours des 4 dernières années, l'un des principaux clients du gaz naturel liquéfié, le GNL, reste l'Union européenne. Donc l'UE demande à d'autres pays d'arrêter d'acheter des produits russes, alors qu'elle-même continue d'en acheter. Vous voyez, nous sommes complètement, c'est ce genre de contradiction que nous avons, et à un prix bien plus élevé d'ailleurs. Je ne sais pas exactement quel prix il paye pour le GNL russe, mais il est certain que le prix qu'il paye pour celui venant des États-Unis est bien plus élevé. Le problème, c'est que, au lieu d'appliquer une stratégie cohérente, en disant « D'accord, nous voulons isoler la Russie, donc nous arrêtons immédiatement, nous n'achetons plus rien », ils se rendent compte qu'ils ont encore besoin de certaines choses. Alors ils demandent aux autres d'arrêter, mais pour eux-mêmes, ils peuvent attendre un peu, vous voyez. Et c'est là que tout le problème apparaît. C'est l'incohérence de la situation. Le fait que l'Union européenne achète encore certains produits pétroliers à la Russie est évidemment quelque chose qui n'est pas rendu public. Nous le savons, car si l'on regarde les statistiques, les chiffres et tout cela, on comprend bien que c'est le cas. Mais bien sûr, l'Union européenne ne le met pas en avant. Mais ils sont bien plus enclins à demander à l'Inde d'arrêter d'acheter du pétrole. Et il en va de même, bien sûr, pour la Chine. On voit donc apparaître ce genre d'incohérence dans tout le discours qui circule actuellement en Europe sur de nombreux sujets. Personne ne remet en question la question des prix de l'énergie bon marché. Et bien sûr, on souligne que nous sommes dépendants, que nous dépendons de la Russie pour l'énergie, pour le gaz et pour d'autres choses de ce genre.
En réalité, l'Europe ne dépend pas de la Russie. L'Europe dépend de l'énergie. L'Europe n'a pas la capacité de produire ses propres sources d'énergie et dépend donc de ceux qui peuvent les lui fournir. Et nous voyons maintenant qu'acheter aux États-Unis revient bien plus cher qu'acheter à la Russie. Le contribuable paye la différence, mais c'est une politique ratée. Simplement pour pouvoir dire que nous ne voulons pas dépendre de la Russie alors que nous dépendons du gaz russe depuis les années 1980. Même pendant la guerre froide, la Russie n'a jamais cessé de livrer du gaz à l'Europe. Elle n'a jamais imposé de conditions. Il y avait un contrat et les Russes respectaient le contrat. Point final. Ils ne sont jamais venus dire « Eh bien, puisque pendant la guerre froide, vous aviez des restrictions à l'exportation. » Par exemple, dans les années 1980, lorsque les ordinateurs personnels ont commencé à être développés en Occident, surtout aux États-Unis, tous ces ordinateurs et cette technologie étaient sous embargo et ne pouvaient pas parvenir à l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique n'a jamais essayé de lier le commerce du gaz à d'autres types d'échanges. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais dit « Eh bien, si vous ne nous fournissez pas d'ordinateurs, nous cesserons de fournir du gaz. » Ils ne l'ont jamais dit. Les Russes se sont strictement tenus à ce qui était prévu dans les contrats. Nous avons donc déjà une expérience passée, de plus de 50 ans en fait, montrant que les Russes respectent ce qu'ils ont signé. Toute cette question de ne plus dépendre de la Russie est simplement une idée sortie de l'esprit de personnes comme Ursula von der Leyen et d'autres. Point final. Ce n'est qu'une perception, sans aucun fondement factuel. Et encore une fois, nous avons un autre exemple de ce type de leadership qui a commencé il y a environ 4 ou 5 ans en Europe. C'est devenu extrêmement émotionnel et en aucun cas factuel. Et c'est exactement là où nous en sommes lorsque nous parlons du conflit en Ukraine. Les Américains s'en sont rendus compte dès novembre 2022. Ils ont compris qu'il n'y avait aucun moyen pour l'Ukraine de gagner cette guerre. Donc, déjà en novembre 2022, ils ont conseillé à Zelensky d'ouvrir la porte à des négociations avec les Russes. Les Américains l'avaient compris il y a 2 ou 3 ans, mais les Européens non. Ils y ont résisté. Et même aujourd'hui, ces négociations existent encore. Et bien sûr, Zelensky est extrêmement heureux car il a négocié avec les Européens et tout le monde est satisfait de cette discussion interne. Et maintenant, il a parlé avec les États-Unis et l'Europe et apparemment ils sont contents de la discussion. Mais ils n'ont pas encore abordé la question avec les Russes. Or, les Russes sont précisément ceux qui sont essentiels à la discussion. On peut être très heureux au sein de sa propre famille, mais la question est, les Russes accepteront-ils cela? Et c'est exactement là où nous en sommes. Encore une fois, nous sommes satisfaits de ce que nous avons décidé. Nous voulons un cessez-le-feu, nous voulons une zone démilitarisée, nous voulons ceci et cela. Mais ils ne se sont jamais demandé si les Russes l'accepteraient ou non. Et ils continuent de vivre dans l'illusion que les Russes sont faibles et incapables de faire quoi que ce soit, à part accepter les conditions ukrainiennes. Ainsi, malgré les efforts des États-Unis pour tenter de négocier une solution, les Européens s'accrochent encore à une perception des choses plutôt qu'à leur réalité. Et c'est précisément là, selon moi, que réside la faiblesse. Cela s'applique à tout, et c'est la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes. C'est aussi pourquoi, malgré tous les discours affirmant que l'OTAN ou l'Union européenne sortiront renforcées du conflit en Ukraine, ce n'est pas le cas. On observe une fracture entre les États-Unis et le reste de l'OTAN. Et les États-Unis constituent en réalité la pierre angulaire de l'OTAN,
car toute l'organisation est structurée autour du parapluie nucléaire américain. NATO is organized around the US nuclear umbrella, meaning that if you have a split between the European Cela signifie que si une fracture se produit entre les alliés européens et les États-Unis, l'ensemble de l'OTAN s'effondre. Il n'y a alors plus d'OTAN. Et c'est la même chose pour l'Union européenne. Nous avons désormais vu toute la question des avoirs russes, et de nombreuses personnes au sein de l'UMM commencent à comprendre la nature du problème. Elles réalisent que saisir les avoirs russes est illégal. C'est exactement le point soulevé par le Premier ministre belge et d'autres qui ont déclaré « Eh bien, c'est illégal ». Et maintenant, il y a une division au sein de l'Union européenne. Même l'UMM, afin de continuer à soutenir l'Ukraine au lieu de trouver un véritable accord, doit désormais contracter un emprunt pour fournir ses 90 milliards à l'Ukraine, ce qui signifie que l'Europe aggrave sa propre situation. Europe is worsening its situation. Ukraine is worsening its situation. L'Ukraine aggrave sa situation. Si les Européens avaient accepté la proposition, je veux dire, vraiment accepté, et n'avaient pas empêché Zelensky de présenter sa proposition au début de 2022, la situation en Ukraine serait bien meilleure. L'Europe s'est donc mise dans une sorte de piège, car elle ne peut plus se retirer de ce qu'elle a promis à l'Ukraine. Et maintenant, c'est l'Europe qui s'est endettée pour financer quelque chose dont nous savons qu'il échouera, car ce que nous voyons sur le terrain ne joue pas en faveur de l'Ukraine. En réalité, cela joue en faveur de la Russie, même si la Russie n'avance pas assez vite, comme certains le diraient. Mais encore une fois, l'objectif des Russes n'a jamais été de gagner du territoire. The objective of the Russians has never been to gain territory. And that's exactly, by the way, what Tulsi Gabbard said. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit Tulsi Gabbard. L'objectif des Russes n'était pas de prendre l'Ukraine. Leur but était de démilitariser. Or, on peut démilitariser par traité, en disant d'accord, au lieu d'avoir plusieurs centaines de milliers de soldats, vous n'en aurez que 100 000 ou moins. Je crois qu'en avril 2022, ils s'étaient mis d'accord sur une armée ukrainienne d'environ 80 000 hommes, ou quelque chose comme ça. En tout cas, la démilitarisation peut se faire de cette manière. Mais puisque les Européens ont empêché un accord sur la démilitarisation, les Russes ont dit « D'accord, vous ne voulez pas d'accord, alors nous démilitariserons par la force ». Et c'est exactement ce qui se passe. Mais ne vous y trompez pas. Ce que font les Russes, c'est démilitariser l'Ukraine par la force. Rien d'autre. Il ne s'agit pas de conquérir du territoire. Il s'agit simplement de démilitariser l'Ukraine. Et encore une fois, parce que les Européens étaient convaincus, et se sont convaincus eux-mêmes en réalité, que l'objectif des Russes était de prendre du territoire, ils ont essayé de persuader Zelensky qu'il devait défendre chaque centimètre carré de l'Ukraine. En conséquence, beaucoup de gens meurent en défendant des parcelles de terre que les Russes prendront de toute façon. L'Ukraine a en réalité gaspillé ses ressources humaines, son potentiel humain. Et cela pèsera bien sûr sur l'économie, car au bout du compte, les gens ne peuvent pas être militaires en permanence. Beaucoup de ces soldats qui meurent étaient autrefois des ouvriers, des ingénieurs, des enseignants ou d'autres encore. C'était eux qui faisaient réellement fonctionner l'économie. Ce que les Russes font en démilitarisant l'Ukraine, ce n'est pas seulement détruire un potentiel militaire, mais détruire le potentiel tout court. Et tout cela aurait pu être évité si les Européens avaient compris quels étaient les véritables objectifs des Russes en 2022. Mais non, ils n'ont pas voulu écouter les Russes. Ils se sont convaincus que l'objectif des Russes était de prendre le contrôle de l'Ukraine. Et ce n'est certainement pas ce que les Russes feront.